c'est un plaisir de vous recevoir encore dans votre magazine Tir Croisé. Ici, on décortique l'actualité politique avec nos invités. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir d'être là encore chez vous, dans votre magazine Tir Croisé. J'ai toujours eu le plaisir de vous présenter cette émission. Dans cette émission, nous venons ici pour vous informer, nous venons ici pour faire des analyses et nous venons ici pour proposer avec mes invités. Vous le savez très bien, la grande actualité reste dominée par Lumumba, le corps de Lumumba, ou soit la relique de Lumumba a été restituée en République démocratique du Congo par la Belgique. Et nous allons parler aussi de la lutte contre la haine tribale et la xénophobie, qui n'est pas des comportements vraiment congolais. Mais comme l'actualité l'exige, Vital Kamerhe a été acquitté, 20 ans de première condamnation et puis un appel 13 ans. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe est totalement libre. Nous allons commencer par cette grande actualité avec mes invités que je m'en vais déjà vous les présenter. À ma gauche, je reçois Maître Benjamin Sirouza, qui est coordonnateur du mouvement Silence Coupable. Bienvenue dans votre magazine. Merci beaucoup, M. Fils Kazali. Très bien. C'est un réel plaisir pour moi de venir partager avec vous ces plateaux pour décortiquer les sujets d'actualité. Très bien. À ma droite, c'est Hugo Katawa. Il est président de la jeunesse du mouvement pour le renouveau. Bienvenue, Hugo. Merci à vous, monsieur le journaliste. Merci, c'est un réel plaisir. Automatiquement, la première question est à vous, Hugo. Vital Kamerhe, aujourd'hui totalement libre, il peut aussi reprendre ses activités politiques après tout ce que nous avons vécu, le procès 100 jours. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est libre. Juste pour une minute, votre réaction. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous avez toujours à nous donner pour donner, n'est-ce pas, notre position. Nous qui sommes le mouvement pour le renouveau, nous qui sommes les forces du changement, bien sûr, toujours avec notre leader visionnaire, l'honorable Clément Kankoubou Kassawa Chibabwa, qui n'est plus à présenter ici dans votre émission. Sur l'acquittement de M. Vital Kamerhe, vous savez que nous, le mouvement pour le renouveau, ce ne sont ni les individus, ce ne sont ni les actions qui sont menées, mais c'est plutôt l'intérêt de la nation. Vous savez que dans cette histoire des 100 jours, le mouvement pour le renouveau s'est toujours prononcé. Et le mouvement pour le renouveau a d'abord condamné cette manière-là de faire. Ça veut dire que de prendre autant d'argent, 57 millions de dollars américains, donnés à un vieillard de 90 ans pour qu'il aille acheter des maisons préfabriquées, des maisons en carton. Dans un pays où il y a des universités qui forment des ingénieurs, des gens qui terminent les études mais qui n'ont pas d'emploi. Le président de la République qui dit qu'il va faire des millionnaires congolais. Mais comment faire des millionnaires congolais aussi longtemps que les millions qui peuvent faire des Congolais, les marchés qui peuvent faire des Congolais des millionnaires sont toujours donnés de manière cavalière à ceux qui ont dépassé l'âge de faire les affaires. En l'occurrence, ce papa-là de 90 ans à qui on Vous parlez de Djamal? Non, c'est vous qui le connaissez, mais moi je parle de ce papa-là qu'on nous a présenté dans le procès de 100 jours avec Vital Kamerhe. Nous saluons l'acquittement. Bon, nous sommes tentés nous aussi également de saluer la justice. Vous savez que nous avons toujours dit que nous faisons confiance en notre justice. C'est la justice qui l'avait condamné à 20 ans de servitude et c'est la même justice qui l'a acquitté. Nous disons, si c'est la justice qui a été faite, nous saluons, mais si c'est autre chose, je ne reviendrai que sur votre plateau pour dire que non, ce qui s'est passé là, ce n'est pas conforme à la justice. Merci beaucoup. Maître Benjamin,
Vital Kamerhe est totalement libre aujourd'hui. Quel est le sentiment que vous avez après l'acquittement de M. Kamerhe? Un sentiment de satisfaction parce que, vous savez, les arguments fusaient de partout. Lors du procès 100 jours, il y en a qui étaient d'accord avec la procédure, la manière avec laquelle ce procès a été mené. Mais nous avions dans les temps fustigé déjà la manière cavalière avec laquelle l'honorable Vital Kamerhe avait été d'abord arrêté, et puis la procédure telle qu'elle s'était déroulée, nous avions senti un certain acharnement, et nous avions toujours dénoncé que dans un état de droit, c'était pas seulement dans la logique, c'était pas seulement pour condamner les gens ou pour trouver des coupables, et parce que l'acquittement aussi c'est un droit pour quelqu'un. Et aujourd'hui nous saluons ces juges qui ont prouvé de leur impartialité. Aujourd'hui, ils ont bien analysé les dossiers, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas d'éléments à retenir à charge de l'honorable Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, il est libre, il a été... On peut dire que notre justice commence maintenant à devenir indépendante. Non, mais ce sont des preuves palpables qui témoignent qu'il n'y a plus de mainmise sur la justice congolaise, et qu'on peut aujourd'hui espérer un procès équitable en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre notre premier grand sujet, la lutte contre la haine tribale et la xénophobie. Mesdames, Messieurs, nous avons tous suivi ici le ministre de l'Intérieur. Comment le ministre a interdit les mauvais comportements des Congolais par rapport à ces actes-là? Comment le ministre a même interpellé les Congolais pour les ports des tenues militaires? Donc, ces sujets-là intéressent aussi nous dans cette émission Tir croisé avec mes invités. Je vais commencer d'abord par rapport aux mesures prises par le gouvernement congolais avec Maître Benjamin de Silence Coupable. Maître Benjamin, la guerre de l'Est a fait perdre aux Congolais, certains Congolais, pas tous les Congolais, le vrai sens de notre culture, notre façon de vivre. Parce qu'il y a des Congolais qui commençaient à agir aussi par colère par rapport à tout ce qui se passe à l'Est. Mais le gouvernement, comme un gouvernement responsable, est venu maintenant pour recadrer les choses. Au jour d'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Asselo, il a même fait un message pour essayer d'apaiser les Congolais, parce qu'il y avait déjà des mouvements qui allaient dans le sens de la xénophobie, dans le sens du tribalisme et de la haine. Et le ministre Asselo a même recadré les Congolais. Et puis il y a des mesures prises pour éviter que les Congolais commencent à agir comme des bêtes, comme des sauvages. Aujourd'hui, d'abord, quand vous avez suivi le ministre Asselo, avec toutes ces mesures, quelle a été votre réaction? Comment vous avez appris les messages du ministre Asselo? Bon, tout gouvernement responsable doit prévenir un danger. Et ce que nous avons remarqué avec ces mouvements de xénophobie et de haine tribale devait dégénérer pour amener ces pays à sombrer dans un chaos où c'est les telles tribus qui pourchassent telle tribu, de telle autre tribu pourchassent d'autres Congolais. Et aujourd'hui, nous savons que c'est un jeu de l'ennemi. Nous allons remarquer avec vous que lorsque Kunda est arrivé pour piétiner sur la ville de Bukavu, il n'avait qu'une seule mission. Son argumentaire était que les Tutsis congolais étaient vraiment malmenés, les Tutsis congolais étaient maltraités, et il devait venir sauver ses compatriotes ou ses frères, n'est-ce pas? Et toutes les guerres qui viennent là-bas, même Kagame lui-même, des fois il dit les Tutsis de la RDC sont... Donc ne jouons pas les jeux de l'ennemi. Aujourd'hui, si les Congolais commencent à s'attaquer à d'autres Congolais des tribus différentes, ça serait comme si nous jouons les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi trouvera maintenant la place
pour on cherche à vous piéger, on cherche à piéger les Congolais. C'est un piège effectivement parce que l'infiltration à l'est de la République a dépassé les niveaux d'une tribu. C'est une guerre internationale où tout le monde prend sa part. Dans les infiltrés, il y a toutes les tribus dedans. Il y a les Luba, il y a les Chi, il y a les Nandé, donc toutes tribus confondues. Quand l'ennemi te propose quelque chose, si tu es faible, tu cèdes à la proposition de l'ennemi, tu deviens son pion pour les jeux. Alors on ne va pas dire aujourd'hui que parce que les Rwandais a agressé la RDC... Non, il faut aussi bien préciser, le gouvernement de Kagame, ce n'est pas le peuple rwandais. D'ailleurs, c'est ça. Merci beaucoup, M. Fils Kazadi. Je sais que tu es très professionnel dans ce que tu fais. C'est même au Rwanda, si vous y allez avec un micro-baladeur, vous allez trouver que 80% des Rwandais sont contre la guerre que les gouvernements rwandais sont en train d'imposer à la RDC. Donc ce n'est pas une guerre entre tribus ou entre populations. Exact. Parce que si vous allez à Goma aujourd'hui et que vous fermez la barrière de Goma sur Gisenyi, ce n'est pas seulement les Congolais de la RDC qui vont en pâtir. C'est aussi les Rwandais qui sont de l'autre côté, qui ne font que cette activité pour vivre. Les Congolais traversent chaque jour pour aller acheter des choses, les Rwandais traversent chaque jour pour aller... Donc ceux qui sont frontaliers n'ont rien à cirer avec ce qui se passe au niveau de la hiérarchie. Les décisions de guerre, tout ça, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la vie que les gens mènent sur la frontière ou nos frontières entre la RDC et les autres pays. Donc vous pensez que la décision du gouvernement congolais, c'était vraiment une décision bien prise pour essayer de calmer les esprits? Ce n'est pas une décision qui est bien prise, mais c'est une obligation du gouvernement d'interdire ce genre de pratiques. Nous savons qu'il y a certaines personnes qui sont derrière ces pratiques-là. Ce n'est pas que les Congolais haïssent les rwandophones ou d'autres tribus, non. Nous sommes avec ces gens-là, nous qui avons étudié à l'Est, nous avons fait route ensemble avec ses amis, nous avons mangé avec eux, et ils portent la RDC comme nous portons ces pays. Ce n'est pas tout rwandophone qui est traître. Il y a des Luba, des Swahili, des Nandé, qui sont plus traîtres que ceux-là. Et pour preuve, moi je peux citer des noms. Non, ici on ne vient pas citer des noms, ici nous venons analyser et puis proposer non, c'est pas dans les mauvais solutions. Sens. Il y a les généraux comme le général Massunzu. C'est un Munyamulenge congolais qui se bat depuis avant l'entrée de RCD. Il a été aussi dans le RCD, mais il a toujours combattu toutes les rébellions qui venaient du Rwanda. Très bien, je vais revenir à vous. Je vais finir. Jusqu'aujourd'hui, il est avec Félix Tshisekedi. Il continue à combattre contre toutes ces agressions. Mais dis-moi, si un Munyamulenge congolais se bat pour qu'il y ait la paix chez nous et que quelqu'un manipule des gens pour qu'ils tuent des rwandophones, qu'ils soient Munyamulenge, qu'ils soient des gens du Grand Nord, parce qu'au Grand Nord aussi il y a des Hutus et des Tutsis qui sont avec nous depuis que nous n'avons pas été sur terre. Ils sont dans ces terres-là, ils font que ces activités pour vivre. Donc ils sont chez eux. On ne peut pas dire aujourd'hui que parce que tu as un visage comme ça, tu n'es pas congolais. Ça, c'est vraiment un faux débat. Et la paix, c'est la paix qui va nous aider à finir la guerre à l'Est. L'amour. Si nous nous solidifions pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi que nous savons aujourd'hui, le Rwanda, qui vient... Le gouvernement rwandais, Paul Kagame. Moi, je suis un peu... Je suis un peu... Excusez-moi, maître Benjamin, je suis un peu... dans les regrets quand on dit seulement les Rwandais. Il faut bien préciser. Pas tous les Rwandais. Je sais que beaucoup de nos frères rwandais sont contre cette guerre qui nous est imposée par... Donc, il faut bien dire c'est Kagame. Comme aujourd'hui, il y a même des chefs coutumiers congolais qui sont allés déposer le mémorandum au niveau de la MONUSCO pour dire que c'est Kagame le criminel et son gouvernement. Les intérêts égoïstes de M. Kagame contre la République démocratique du Congo sont démasqués. Aujourd'hui, il prétexte chaque fois qu'il vient pour traquer les FDLR et il prétexte chaque jour que le gouvernement congolais ou les FARDC sont en connivence avec les FDLR, mais nous savons aujourd'hui que c'est lui qui nous impose, pas seulement pour raison de traquer qui que ce soit parce que c'est faux, c'est pour juste voler nos richesses et continuer Merci beaucoup. À faire en sorte que les Rwandais soient premiers producteurs de ceci ou de cela. Alors que on va faire circuler la parole. Merci beaucoup, maître, pour tous ces éléments. Igo Katawa,
dans cette histoire de la xénophobie, de la haine tribale, certains disent que ce sont des acteurs politiques en mal de positionnement qui cherchent maintenant à instrumentaliser le peuple pour que nous soyons dans les pièges de Kagame. Oui, fort malheureusement, tout le monde pense et dit ça, mais malheureusement, nous tombons dans les pièges. Comment ça? Je vous donne l'exemple. La haine tribale, dans cette situation, ça n'a pas sa place. La xénophobie, on peut comprendre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous savons que c'est connu de tous que non, le Rwanda est derrière tout ce qui se passe à l'est du Congo. L'instabilité, la guerre, les pillages de minerais, c'est le Rwanda. C'est Kagame et son gouvernement. C'est le Rwanda. Bien sûr, lorsqu'on parle du Rwanda, on voit les leaders dirigeants du Rwanda. Mais fort malheureusement, même ceux dont vous êtes en train de dire que non, ce sont ceux qui stigmatisent la situation. C'est ce que l'opinion publique pense. Ils sont en train de nous mettre même des termes dans la bouche que nous pouvons commencer à discuter sur le terme haine tribale. Non, il n'y a pas, j'ai toujours dit et soutenu, peut-être que les gens peuvent dire n'importe ce qu'ils peuvent dire, mais moi j'ai toujours soutenu que les Congolais, entre nous, nous aimons. Il n'y a pas de tribalisme en nous. Ça, c'est entre nous. Ça, entre nous ici. Voilà, d'abord entre les nous. Congolais du Kasaï, de l'Équateur, Sud Kivu, Nord Kivu, le tribalisme en soi n'existe pas. Parce que j'ai toujours expliqué que non, en réalité, le tribalisme, ce sentiment-là de ne pas vouloir vivre avec l'autre. Mais nous voyons, nous vivons. Ici, tel que nous sommes là, nous sommes des différentes tribus. Mais lorsque nous il y a l'amour. Il y a l'amour entre nous. Mais pour la question de l'Est, ce qui se passe là, que nous, on est tenté de traquer. On ne traque pas les Congolais. On était en train de traquer. Ce qui s'explique, j'explique le comportement. Parce que les autres semblent que non, on traque les Banyamulenge, on est tenté de traquer les rwandophones. Non, ce n'est pas ça. En réalité, c'est démontrer qu'il n'y a pas de rwandophones au Congo. Il n'y a pas de rwandophones. On peut parler des Banyamulenge parce qu'à un certain moment, nous savons que non, il y a eu l'octroi d'une nationalité collective par le président Mobutu. Par après, il s'est rebuffé, tout ça. On peut parler. Mais pas de rwandophones. Pas de rwandophones. Donc, ils ne peuvent pas commencer déjà à nous imposer ça dans notre langage, dans notre discours. Mais la population traquée, je ne sais pas moi, je ne peux pas affirmer ici, mais c'est une question, est-ce que la population traquait les traîtres ou soit... Non, au fait, ça c'est la peur. C'est la peur. Pourquoi ils estiment que... Pourquoi est-ce que vos dirigeants sont tentés de nous menacer ici, mais vous qui êtes ici, vous ne dites rien. Et c'est qu'en quelque sorte, c'est vous en principe qui donnez des informations, ou bien c'est vous qui êtes des traîtres, tout ça. C'est dans cette logique-là. Alors, qu'est-ce que le gouvernement, comme un gouvernement responsable, comme l'a dit mon co-débatteur, devrait prendre maintenant une décision pour effectivement stopper cette histoire-là, parce que certainement, il y a un piège dans tout ça. Ça veut dire que non, il y a risque aujourd'hui que non, on puisse nous accuser, que non, voilà, nous sommes en train comment on explique ça? Lorsque vous êtes là pour dominer sur une ethnie qui soit minoritaire, bon, c'est ça. Ce sont des actes de xénophobie. Oui, ça veut dire, il veut dire quoi? Il veut attaquer les autres, les étrangers. Non, pas les étrangers. Pas les étrangers, parce que si c'est pour attaquer les étrangers, vous avez vu en Afrique du Sud, on a attaqué des Congolais. Vous avez vu en Angola, on a menacé des Congolais. Vous avez vu ici au Congo-Brazzaville. On a parlé des Congolais. Est-ce qu'on a parlé de xénophobie? On a parlé de tout ça. On n'a pas parlé de ça. Mais pourquoi les gens veulent parler de ça en RDC? Tout simplement, pour vous piéger. Oui, c'est tout simplement pour nous piéger. Et nous aussi, Congolais, nous voulons tomber dans ce piège-là pour accepter que non, effectivement, c'est la xénophobie. Non, ce n'est pas la xénophobie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris quand même que c'est un piège? Oui, aujourd'hui, nous comprenons que c'est un piège. Raison pour laquelle nous, au mouvement pour le renouveau, nous disons que non, on ne peut plus embrasser ce discours-là. Ce qui est vrai, c'est que il n'y a pas une tribu, mais encore, parce qu'on nous a déjà imposé une ethnie majoritaire au Congo. Toutes les tribus, toutes les ethnies, nous sommes minoritaires. Les Baluba, ils sont minoritaires. Les Bandundu, ils sont minoritaires. Bas Congo, ils sont minoritaires. Mais il y a seulement une seule tribu. Bon.
Voilà. ce qui Ici, nous faisons aussi des propositions. Qui disent toujours que non, nous sommes minoritaires, nous sommes marginalisés. Et c'est à cause seulement de cette ethnie-là que le Congo n'arrive pas à très bien décoller, tout simplement parce qu'il y a ça. Alors nous, dans le Mouvement pour Horizon, nous avons résolu qu'il fallait que sur cette question, qu'il y ait une table ronde, n'est-ce pas? Cette question de l'Est du Congo ne doit plus seulement relever de ressortissants de la province Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu, non. Ça doit être une question nationale. Les gens doivent s'asseoir pour se dire des vérités. Parce que aussi longtemps que on ne peut pas se regarder en face et se dire des vérités, la solution ne viendra pas. Tout ce que nous sommes... Mais comment ça, nous connaissons déjà l'agresseur, c'est Kagame et son gouvernement. Mais vous allez voir que non, nous qui sommes chrétiens disons toujours que non, le diable ne veut pas venir dans ta vie si toi tu ne l'as pas ouvert la porte. Ah, donc il y a des traîtres aussi parmi nous. Et bien sûr, mais ça c'est connu, ça c'est connu. Vous avez suivi le président Mbosso, président de l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République démocratique du Congo, 2 450 millions de kilomètres carrés, un pays continent. Vas-y. Le président vous dit que non, ne soyez pas surpris, chers collègues, parce que nos collègues députés nationaux, ils seront arrêtés. Et avant ça, il leur a dit que nous savons que beaucoup d'entre nous sont dans les groupes armés. Sortez des groupes armés. Qui alimentent les rebelles. Effectivement, ils alimentent les rebelles. Ils travaillent en connivence avec le gouvernement rwandais. Donc, c'est tout ça. La principale question, c'est que nous devons nous mettre sur une même table, discuter. S'il y a des soupçons sur tel ou tel autre, on peut l'isoler. Tout d'abord, c'est comme ça pour la sécurité de 80 millions de Congolais. Si on isole même 10 personnes, ça ne va pas déranger. Ça ne va pas déranger. Une solution durable sur la situation de l'Est. Maître, maintenant les propositions, afin de prendre notre sujet, qu'est-ce que vous proposez maintenant à la place? Comment le gouvernement doit se comporter? Comment vous, le peuple, nous tous, peuple congolais, nous devons nous comporter face à cette situation pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi? J'ai suivi avec attention, soutenu mon co-débatteur, mais il a tellement invoqué plusieurs problèmes à la fois qu'à la fin, je n'ai pas compris sa conclusion. Parce que la conclusion, c'est que nous puissions nous retrouver sur une table, discuter pour trouver une solution durable. Je ne trouve pas l'opportunité de se retrouver sur une table. Nous sommes en train de parler ici de quelque chose qui a été comme une manipulation, qui est entré dans la population pour commencer à pourchasser certaines personnes d'une certaine morphologie. Et nous sommes totalement d'accord avec le gouvernement d'arrêter ce genre de pratiques. Parce que ce n'est pas en faisant cela que la guerre va prendre fin à l'Est. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'ailleurs un jeu de l'ennemi pour continuer sur le plan international à prouver. Vous voyez là-bas, ils sont en train de faire ceci, cela. Donc moi, je joue mon rôle en faisant ça. Comme vous parlez sur le plan international, il y a une opinion qui pense que même la MONUSCO serait complice de tout ce qui se passe à l'est du pays. On n'a pas de preuves. Il y a eu toujours des rapports de Human Rights Watch qui parlent des histoires, mais tant qu'on n'a pas de preuves palpables, on ne peut pas venir ici sur un plateau de télé commencer à accuser tel ou tel autre. Ici, nous sommes en train de décourager, chers Congolais, chers compatriotes, mes frères et sœurs. La guerre à l'Est ne se terminera pas parce que vous avez vu quelqu'un qui a une certaine morphologie, vous commencez à vous attaquer à la personne. Ce n'est pas cette personne qui vous fait la guerre. Cette personne est une victime comme vous autres de cette guerre qui a été imposée par un groupe de personnes qui sont peut-être nommées ou mon confrère, mon débatteur vient de dire, il y a même des députés nationaux qui sont dans des groupes armés. Veut dire, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas question de quoi, d'une personne ou une autre. C'est un système que les gouvernements et nous les Congolais devons nous lever comme un seul homme pour faire échec à ces systèmes-là et vivre en paix avec nos voisins, vivre en paix avec toutes les ethnies qui sont en République démocratique du Congo. Si vous ne les avez pas côtoyés, les amis de l'Est, de l'Ituri, de Sud Kivu,
vous allez croire que ce sont des mauvais. Mais je vous dis, cette guerre nous a été imposée. Et les gens qui sont là, ils subissent beaucoup plus cette guerre que nous, qui écoutons de Kinshasa ce qui se passe là-bas. Mais ceux qui sont en train de vivre les exactions sont en train de subir la guerre. Une minute. Ce n'est pas bon. Voilà. Nous n'allons pas rajouter sur ce qu'ils subissent. Maintenant, si tu vois quelqu'un, tu les lapides, ça ne va pas nous aider. D'abord, ce n'est pas notre culture. Hein? Mettons-nous ensemble pour combattre l'ennemi visible et commun. Parce que nous vous avons dit que même les citoyens rwandais ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'Est. Merci. Merci. Hugo, pour conclure ce sujet, en fait, qu'est-ce que vous proposez à part la table ronde pour que les Congolais arrêtent ou bien ne tombent pas dans le piège de l'ennemi? Table ronde, c'est important. Mais c'est tout ce que je voudrais dire ici. C'est le fait de kondimisa baninga eloko yo bango bazana ngote na mutu. C'est-à-dire que bazo linga bandimisa biso awa que eza na ba Congolais moko boye bazali ko s'attaquer na ba Congolais moko boye o bazana morphologie moko boye. Eza yango wana te. Parce que même ces Congolais là qui ont cette morphologie là dans leur imagination, ils vivent avec nos frères de l'Est du Congo. Mais vous allez voir que non, tous ceux qui sont de Bukavu, Nord, Sud, Kivu, tout partout là, ils vous disent que non, nous, entre nous, nous vivons en paix. Il y a même quelqu'un qui travaille au Rwanda mais qui vient dormir ici. Entre eux, ces choses-là n'existent pas. Alors, si ce discours-là devait être tenu, ça devait être tenu tenant compte de ceux qui vivent comme ça, qui se ressemblent à eux. Mais nous, ici à Kinshasa, comme il a dit, c'est une manipulation. Un petit groupe d'individus manipulés, payés, qui vont commettre des histoires. Vous venez maintenant pour que toute la République commence à tenir ce genre de discours. Donc, c'est une façon pour nous, il y a un message au Kinois, alors, parce que nous ne voulons pas que cela arrive. Un message au Kinois pour éviter que nous puissions tomber dans le jeu, dans les pièges de l'ennemi. Non, Kinois, à quoi il y a un piège wanate? Il y a discours wana oyo bazolinga bandi misabiso que nous s'attaquer na bande ko na biso mususu oyo. En français, ah bon, tu parles au Kinois, voilà, ça ne dérange pas. Je parle au Kinois. Na bande ko na biso mususu oyo bakokana na biso te. Biso ba Congolais mususu oyo toza vraiment ya STT. Mais et ça message moko ya bien te parce que zo bima on dirait to ça la rango. Donc c'est tout ce que je voudrais dire, il faut faire très attention. Alors, ceux qui ont montré qu'il y a peut-être 2 ou 3 de tes amis qui font ça, il faut les décourager. Mais ce n'est pas un message qui doit être porté sur la place publique pour dire que tu as condamné les Congolais na bande ko na biso mususu toi qui sais bango à tort. Et pourtant, pour ceux qui sont tentés de faire, c'est tout simplement, par exemple, ce qui s'est passé peut-être au Congo-Brazzaville, en Ouganda. Donc, ce n'est pas un problème entre nous. Mais je me rappelle, je voulais vous poser à vous deux cette petite question. Voilà. Nous, peuple congolais, nous sommes un peuple hospitalier. Oui. Nous avons des Indiens, nous avons des Pakistanais, nous avons des Libanais. Des années. Oui. Mais on n'a jamais vécu ça, Maître Benjamin. Mais pour vous compléter, il y a même des... Je ne dis pas que je n'interpelle pas les gens de voir ce que moi je vois, mais il y a même ces Chinois là qui maltraitent nos frères congolais ici, dans leurs travaux, ils les payent mal et tout ça. On ne s'est jamais attaqué aux Chinois. Ça serait au moins un argument de dire qu'il m'a mal payé. Il y en a qui frappent même nos frères, ils leur donnent des travaux. Excusez-moi, il y a même des injures. Ils leur donnent des travaux bizarres là comme des esclaves. Chez nous, dans notre propre pays, mais on ne s'est jamais attaqué à la communauté chinoise pour dire que oh non, ceci, c'est là. Donc ce sont des manipulations qui n'ont pas leur place. Ce sont des manipulations qui n'ont pas leur place, chers téléspectateurs. Je suis très heureux avec mes invités parce que ils font des analyses et puis ils proposent aussi pour que les gens qui nous suivent, vous puissiez quand même comprendre quelque chose. Nous allons prendre notre deuxième sujet, la restitution de la relique, excusez-moi, de Patrice Emery Lumumba, notre premier ministre congolais. La grande cérémonie a eu lieu en Belgique, mais ce qui m'a un peu dérangé, ce sont les propos du premier ministre belge. Quand il a pris la parole, il a déclaré ouvertement qu'il reconnaît, que la Belgique reconnaît quand même la mort de Lumumba. Ce sont eux, en quelque sorte, qui ont tué Lumumba. Je commence par Hugo. D'abord, quel est le sentiment que vous avez? Je ne sais pas si vous avez les mêmes sentiments que moi pendant la cérémonie où on nous a restitué la dent
de Lumumba comme symbole. Nous sommes bantous, hein. C'est Lumumba qui a été restitué après 61 ans en Belgique après sa mort. D'abord, quel est le sentiment que vous avez eu quand vous avez vu cette cérémonie où on est en train de nous remettre les corps de Lumumba? Oui, comme Congolais, c'est déjà un sentiment de fierté que tout ce qu'on pouvait avoir du reste de notre héros national ne soit pas ici au pays, que ça soit gardé par les colons, les colonisateurs. Le fait pour eux de restituer ça, c'est déjà un signe parce que, comme vous l'avez vous-même dit, c'est symbolique. Ça veut dire que comme c'est son corps en fait qui restait, c'est ce qu'on pouvait avoir de lui. Et tout ça, on peut quand même désormais aller toucher à la dent de Lumumba. On sait que non, c'est Lumumba que nous avons touché. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, c'est que vous savez que lorsque quelqu'un reconnaît quand même que il vous a causé du tort, c'est déjà un pas. Hein? On peut pardonner aussi à la personne, hein? Parce qu'il l'a reconnu. Au fait, non, il n'est pas dit que lorsque vous reconnaissez, tout de suite vous devez recevoir le pardon. Non, il faut demander aussi le pardon. Ce n'est pas ça. Bon, il a reconnu que effectivement, ils ont beaucoup, à 90%, bien sûr, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que non, comme je viens de dire ici, que nous qui sommes chrétiens, savons que le diable ne peut pas venir si toi tu ne l'as pas ouvert. Ça veut dire que non, si à l'époque, il y avait aussi d'autres Congolais qui s'étaient opposés à la mort de Lumumba, Lumumba n'allait pas mourir. Ça veut dire que non, la Belgique a quand même 90%, peut-être parce que ce sont des colons, des mais responsabilités. 10% aussi, il y avait des Congolais qui étaient là, qui ont participé, qui ont combattu également Lumumba. Les Congolais faibles, hein? Bon, ça dépend de comment vous allez les qualifier, mais moi j'ai dit des Congolais, peut-être des Congolais rancuniers, des gens qui ne savent pas se dépasser, des gens qui ne supportent pas facilement la contradiction. Alors ce sont ces Congolais-là. Donc le fait pour la Belgique, le Premier ministre, parce que certains ont dit ici, mais pourquoi le roi n'a pas demandé pardon? En réalité, la Belgique, il avait exprimé ses regrets, le Premier ministre, en réalité, qui engage gère le gouvernement. Exact. Et ici, chez nous, c'est le gouvernement qui a été représenté. Donc, Lumumba était Premier ministre. Il était Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, cette chose-là, ça devait se passer entre les gouvernements. Alors, quand vous dites que non, c'est le roi qui devait en principe demander pardon parce qu'il ne l'a pas demandé, ça fait ceci, ça fait cela. Donc, ça, c'est autre chose. Maintenant que la Belgique a reconnu sa part de responsabilité, c'est à partir de cet instant que nous pouvons maintenant commencer à établir une facture pour les préjudices, une facture pour tous les torts qu'ils ont causés, non seulement à la famille Lumumba parce qu'ils ont perdu un papa, ils ont Lumumba c'était un patrimoine, hein? À la République démocratique du Congo, parce que peut-être aujourd'hui si le Congo a raté le décollage, c'est tout simplement parce que on nous a enlevé notre digne fils, celui qui avait une vision pour le Grand Congo, mais aussi également pour l'Afrique, parce que Lumumba c'est un père pour les Africains. Lumumba c'est également ce visionnaire pour au Cameroun, on l'appelle un esprit fort pour l'Afrique. Et effectivement, donc nous allons d'abord commencer par la République démocratique du Congo. Il faudrait que nous, la Belgique, puisse se préparer déjà pour, n'est-ce pas, réparer tous les préjudices, tous les torts qu'ils ont causés à la République démocratique. Très bien, je vais revenir à vous pour maintenant faire des propositions. Maître Benjamin, vous avez suivi quand même Igo, hein? La Belgique nous doit beaucoup, hein? Parce que quand elle a reconnu d'avoir tué Lumumba, qui est notre Premier ministre, héros national, celui qui avait la vision, selon d'autres Congolais, de ces pays. Quel est le sentiment que vous avez eu quand on nous a restitué les corps de Lumumba? Je suis vraiment content d'écouter l'analyse de Igo. De Igo.
Je m'inscris vraiment en faux à tout ce qu'il dit là. Donc ce sont des émotions. Hein. Je le comprends, nous sommes Congolais. Et c'est mon frère. Il a tellement aimé comme nous autres. On a étudié l'histoire de Lumumba. Et aujourd'hui, vivre à l'époque où on restitue cette relique-là, c'est une fierté pour nous et vraiment un sujet de satisfaction. Mais est-il qu'il faut recadrer les débats? On ne répare pas parce qu'on veut réparer, non. On répare quand il y a un préjudice quantifié. Et lorsqu'il y a préjudice quantifié, ce n'est pas les imaginations. Pour le cas de la Belgique, il n'y a pas eu préjudice. Je t'ai dit, je suis en train de, Vas-y. Je suis en train de venir. Je suis dans mon domaine. Hein. Vas-y. Voilà, donc pour dire qu'il y a préjudice, il ne faut pas confondre que la génération qui vient de reconnaître la mort de Lumumba, ce n'est pas la génération qui a tué Lumumba. Bien que ce soit une responsabilité de la Belgique, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus une responsabilité morale. Parce qu'on ne peut pas nommer aujourd'hui celui qui a tué Lumumba. Aujourd'hui, on dit c'est la Belgique, parce que ce sont des Belges qui étaient derrière cet assassinat. N'est-ce pas? Voilà, pour preuve, cette dent-là était dans les mains de quelqu'un en Belgique, n'est-ce pas? Mais on ne va pas dire que c'est le gouvernement belge ou le pays qui a tué Lumumba. Ça, il faut des enquêtes, il faut un procès et arriver à une décision de justice pour dire que oui, effectivement, avec les preuves que nous avons, mais maître, la Belgique excusez-moi de vous poser cette question. Quand un Premier ministre, au niveau de M. Alexander, reconnaît ça, je pense qu'il a eu tout le temps avant de passer devant le monde pour affirmer cela. Non, mais la preuve est que la dent était dans les mains d'un Belge, n'est-ce pas? C'est une reconnaissance pour le besoin... Pour se faire pardonner? Non, c'est pour le besoin de l'histoire. Ils n'ont pas refusé que leur père, leurs frères ont tué notre héros. Ils n'ont pas refusé. Mais c'est une reconnaissance plutôt morale. Hein? Ils sont aujourd'hui plus responsables que leurs aïeux qui ont tué notre responsable. Aujourd'hui, si tu vas en Belgique, tu ne vas pas me dire qu'un Belge ne veut pas épouser une Congolaise. Dans les temps, un Blanc ne pouvait pas épouser une Noire. Donc, la période... Vu l'évolution... l'époque a changé et la mentalité a changé. Aujourd'hui, les natifs belges ou ceux qui sont là aujourd'hui reconnaissent que ceux qui les ont précédés ont mal agi en faveur de la République démocratique de Congo. C'est une reconnaissance morale pour le besoin de l'histoire et la RDC doit vraiment mettre un terme maintenant, donc faire passer cette page-là et construire une relation maintenant entre frères ou entre sœurs avec la nation belge. Je me rappelle, on dit que entre les États, il n'y a pas de relations de frères, mais d'intérêt et non plus d'amis. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, comme la Belgique a reconnu ses erreurs, les erreurs du passé, et cette fois-ci, il y aura quand même des échanges sincères, des coopérations sincères? Cela ne dépend pas de la relique de Lumumba ou de quoi que ce soit. Cela dépendra du leadership congolais qui doit être fort. Donc si nous avons des dirigeants qui savent ce qu'ils veulent de la Belgique, comme le Rwanda, c'est ce qu'il veut de ses partenaires, vous voyez que le Rwanda est respecté. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons développer ce leadership-là fort pour que lorsque nous nous mettons sur une même table avec les pays frères ou amis, qu'on sache nous respecter, pas parce que ils nous ont colonisés, mais par notre valeur, n'est-ce pas? Donc c'est pas que parce qu'ils ont restitué là-dedans, les intérêts de la Belgique aujourd'hui restent les intérêts de la Belgique. Et pour ces intérêts, ils ne peuvent pas abandonner. Abandonner. Les intérêts de la Belgique, c'est les intérêts de la communauté internationale. Nous savons leur discours. Ils veulent toujours agenouiller l'Afrique pour continuer à profiter du standing qu'ils ont là-bas. Donc c'est à l'Afrique de se réveiller et de chercher sa place, de chercher à gagner sa place, comme la Chine est en train de gagner sa place. L'Afrique aussi doit se réveiller et se mettre sur la table et dire, vous venez chez nous prendre ceci, nous aussi nous devons prendre ça et construisons une relation d'égal à égal au lieu de nous voir toujours comme c'est... Merci. Maintenant, nous allons passer au stade des propositions. Hugo, la Belgique, oui, il a reconnu, mais Maître a soulevé un point très important. Nous devons, nous aussi, prendre nos responsabilités, devenir forts.
quand nous allons devenir forts, c'est à ce moment-là que nous serons respectés, même au niveau de la communauté internationale. Alors, quelles sont les méthodes, ou bien quelles sont les manières que nos dirigeants qui nous dirigent devaient adopter pour que nous soyons forts face à tous ces partenaires étrangers? Oui, merci. Je vais arriver, mais je voudrais dire à mon frère qui voudrait que la République démocratique du Congo puisse, n'est-ce pas, dédouaner la Belgique. Que la République démocratique du Congo ne puisse pas réclamer des dommages ou encore les intérêts à la Belgique. La Belgique qui nous a causé du tort. La Belgique qui a fait rater à la République démocratique du Congo son décollage. Ce n'est pas nos dirigeants. À nous enlevant, celui qui sont venus après Lumumba. C'est lui qui pouvait nous amener dans la vision pour le développement de ce grand pays. Je pense que nous, avec Lumumba, nous ne serons plus à cette étape où nous sommes aujourd'hui. Moi, je pense que nous, avec Lumumba, nous n'aurions pas connu l'AFDEL. Pourquoi? Parce que ceux qui sont allés pour faire la rébellion de l'AFDEL et qui nous ont amenés aujourd'hui les Rwandais comme ministre des Affaires étrangères, chef d'état-major. De l'époque? Oui, de l'époque. Ce sont ceux qui se sont dit non, nous sommes les Lumumbistes. Hein? Vous vous souvenez que Mouzé s'est présenté ici comme Lumumbiste. Il est allé pour prendre les armes et venir chasser celui qui était resté ici, le dictateur Mobutu. Et voilà, comme Mobutu le disait, après moi, ça sera le déluge. Revenons maintenant à la question. Il savait que lorsque ce monsieur viendra avec les Rwandais, ça va vraiment faire le chaos pour les Congolais. Heureusement que les Congolais quand même commencent un tout petit peu à se réveiller. Comment les dirigeants congolais devaient se comporter pour que nous soyons aussi forts dans des tables de discussion? Effectivement. La première des choses, c'est que ceux qui pensent toujours que non, le pouvoir politique, la source d'émanation, c'est la Belgique, doivent d'abord cesser d'aller supplier, d'aller lécher les bottes des colons, des Belges, pour que la Belgique puisse les amener au pouvoir. Le discours dont la Belgique a dit que ça doit d'abord cesser. Et nous, au niveau interne, nous devons faire confiance aux mécanismes que nous avons choisis pour pouvoir accéder à l'exercice du pouvoir. Nous avons choisi les élections, faisons confiance au processus démocratique pour que celui qui est en place fait son mandat. Quand son mandat arrive en terme, qu'il ne s'accroche pas, qu'il puisse partir calmement pour que l'autre vienne. Au fur et à mesure que nous allons nous détacher de cette emprise-là de la Belgique, que ce soit lui qui nous choisisse les dirigeants, nous serions toujours des petits. Voilà. Et la Belgique continuera toujours à avoir une mainmise d'une certaine manière. Voilà. Heureusement, nous avons quand même, ça on doit l'avouer, un premier président de la République qui est l'émanation du peuple congolais. Mais c'est un diplomate, hein? Lui c'est un rassembleur, il veut que tout le monde soit là, qu'on collabore avec tout le monde, qu'il y ait des coopérations avec même ces gens. Justement, tout le monde. Le FCC, ici représenté par mon ami, la Mouka et les autres doivent s'inscrire dans cette logique-là de l'unité, cohésion nationale. Soutenons le pouvoir en place, soutenons nos forces laissées, soutenons nos forces de sécurité, dénonçons ce qu'il faut dénoncer, mais restons républicains, restons républicains, restons nationalistes. Maître Benjamin, un mot pour les efforts du gouvernement quand même, qui a beaucoup travaillé pour que le corps de Lumumba soit rapatrié au pays. Un mot pour le gouvernement, parce que nous allons terminer déjà. Pour le besoin de l'histoire, nous allons féliciter le président Félix Tshisekedi, nous allons féliciter le premier ministre Amadou Konde, tous ceux qui se sont impliqués pour que cette situation aujourd'hui soit comme nous l'avons vécu. Et c'est une bonne chose si notre héros national peut reposer en paix. Aujourd'hui, je vois, il y a, je crois, un mausolée qu'on a construit au niveau de Changère.
Et comme l'Afrique et le monde entier a toujours porté Lumumba comme ces visionnaires-là qui a fait à ce que pas seulement les Congo, mais l'Afrique soit éliminée. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire maintenant un pèlerinage en RDC pour venir voir le tombeau de ces Lumumba-là qui a combattu. Un mot pour les FARDC. Les FARDC, nous sommes avec vous, nous sommes vraiment derrière les efforts que vous êtes en train de fournir sur le terrain. Et le peuple congolais aujourd'hui, comme un seul homme, veut en sorte que vous fassiez un travail bien fait et que les gouvernements fassent tout, mettre tous les moyens en jeu pour que cette fois-ci, on sente que la RDC s'est levée comme un seul homme pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi commun que nous connaissons déjà. Merci beaucoup. Le FARDC est toujours là. Hugo, un mot aussi pour nos vaillants militaires qui continuent de défendre le drapeau national. Courage aux FARDC qui, pendant 18 ans, ont été affaiblis expressément par ceux qui nous ont dirigés pendant les 18 ans. Courage à eux et qu'ils sachent que l'ensemble des Congolais soutient le sacrifice qu'ils sont en train de consentir pour défendre l'intégrité du territoire national. Voilà, c'est très bien dit, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous allons boucler cette émission. Nous disons ici, c'est dans l'unité que nous allons développer ces pays. C'est ensemble que nous allons gagner le combat. Mesdames, messieurs, merci à mes invités. Hugo Katawa, il est président de la jeunesse du mouvement pour le renouveau, parti cher à Clément Kankou. Merci beaucoup. Et à ma gauche, c'était Maître Benjamin Sirouza. Il est coordonnateur national du mouvement Silence Coupable. Vous luttez pour les changements de mentalité et pour que le Congo soit développé, pour que nous tous nous puissions aller de l'avant. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous continuons toujours à vous faire confiance. Vous aussi, écrivez-nous. Voilà, les chaises sont là. Vous êtes Congolais, vous pouvez aussi venir donner votre point de vue, faire aussi des propositions à travers ces magazines Tir Croisé. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir encore dans votre magazine Tir Croisé. Ici, on décortique l'actualité politique avec nos invités.